Merci beaucoup. Mon nom c'est Christian Martins, ex-président du réseau des ONG béninois de santé et actuellement coordonnateur de la coalition des ONG du Bénin pour la couverture universelle en santé. Donc vous voyez pourquoi nous sommes là. L'accès aux soins, ça nous préoccupe. Donc j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir si en temps après cet événement, on pourrait avoir des supports. Parce que ce que vous avez présenté, tout est intéressant. Est-ce qu'on peut avoir au moins un support de tout ce que vous avez présenté? Le deuxième point s'adresse à notre frère tradithérapeute. Je souhaiterais qu'il nous explique un peu comment est-ce que la scarification constitue, disons, une méthode de prévention. J'espère qu'il n'ira pas trop, il ne va pas dévoiler des choses, mais quand même, je souhaiterais quand même qu'il nous dise comment est-ce que la scarification constitue une méthode de prévention. Parce que nous savons généralement, la scarification, c'est des coupures et on y met des poudres. Donc, qu'il nous explique un peu comment est-ce que ça peut prévenir. Merci beaucoup. Aux 5 présentateurs, très intéressant. Je suis chercheur à l'IRD, donc je travaille surtout sur le paludisme, pour me situer. Ce qui m'a surpris, surtout dans les 5 présentations qui sont reliées par l'accès aux soins, c'est que je n'ai pas entendu dire un seul mot sur l'aspect de la gratuité des médicaments antipaludiques, par exemple. On a entendu beaucoup parler du paludisme, ou du palu. C'est un fait ici au Bénin que, à ma connaissance, normalement, dans les centres de santé publics, un enfant âgé de 0 à 5 ans a accès à des médicaments antipaludiques à base d'artémisine gratuits. Et je me demande comment se fait-il que parmi les 5 présentations aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler de ça. Je trouve ça étonnant. Et j'aimerais bien avoir une explication. Merci à tous les intervenants. Gauthier Daubigny, chercheur à l'IRD également. Peut-être dans la continuité de la question d'Adriane, je voudrais savoir s'il y a moyen de comparer le coût d'une consultation on va dire officielle, d'une consultation traditionnelle. À ma connaissance, c'est pas forcément moins cher d'aller voir le praticien. C'est pour ça que je voudrais avoir un éclairage là-dessus en termes de renoncement aux soins dont vous parliez à la fin des présentations. Et j'ai une seconde question, curiosité personnelle. Est-ce qu'on a une idée du niveau d'information et de sensibilisation des praticiens, médecins et pharmaciens, sur la problématique des résistances aux antipaludéens et aux antibiotiques? Les palénistes. Moi, c'est Sylvie Diego. Je suis biologiste, zoologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, j'ai une préoccupation aux tradis praticiens. Il y a un phénomène qu'on constate dans nos marchés. Quand vous allez dans les grands marchés de Cotonou, il n'est pas rare de voir des étalages d'organes d'animaux ou de parties d'animaux qui sont exposés. Et de plus en plus, on rencontre de nombreux étalages dans nos marchés. Alors, quand on fait une investigation auprès de ces vendeurs, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de clients. Et parmi ces clients, il y a sans doute les tradis praticiens. Alors, je voudrais savoir si parmi les soins que vous administrez, est-ce que vous utilisez le modèle animal dans votre médecine traditionnelle ou bien vous vous fiez uniquement aux plantes? Merci. Aux tests, aux documents qui régissent même le secteur. Si vous allez apprendre les acteurs des formations sanitaires, vous vous rendez vraiment compte que c'est pertinent, qu'il y a beaucoup
d'insuffisance en matière de maîtrise de connaissances et les documents élaborés ou révisés souvent ne sont pas partagés comme il se doit. Il y a l'insuffisance d'initiatives de promotion des bonnes pratiques. À certains endroits, il y a des bonnes pratiques qu'on pouvait partager avec les autres acteurs d'autres formations sanitaires. Il y a la mauvaise volonté de partage de l'information. Nous avons des problèmes structurels, certes, mais il y a aussi des problèmes organisationnels. Il y a une confusion au niveau des rôles entre les différents acteurs. Des fois, il y a des tâches destinées au niveau intermédiaire que le niveau central descend directement et va au niveau périphérique, les exécute. Il y a l'insuffisance de recyclage des différents acteurs sur les tests et les documents techniques. Actuellement, ce n'est pas les réseaux sociaux que les gens partagent certains tests. Absence de mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en application des textes et des documents. Il y a des problèmes liés au contexte politique, humain, socio-culturel. Là, la politisation a autant des postes techniques. Et vous n'êtes pas à savoir si vous n'êtes pas mouvancier ou bien du bord de certains responsables, vous êtes mal positionné. Les gens se plaignent. Il y a la forte syndicalisation du secteur en temps. C'est des grèves à répétition. Avec le nouveau système, on a pris des tests pour réduire ou réglementer ces grèves. Le manque de volonté, de motivation et de confusion entre le bien public et le bien privé. Dans les centres de santé étatiques, même les instruments, le matériel, des fois quand on a fait, ou bien les gens portent à la maison, ou bien même on va à un atelier de formation, les documents qu'on remet pour la formation, c'est celui qui est allé à la formation qui ne garde pas de verre, soit ces documents, ne les partage pas. Il y a une instrumentalisation des communautés dans la participation communautaire. C'est les agents de santé qui gèrent les formations sanitaires, qui reçoivent des formations, qui sont habilités à former les représentants de la communauté. Et là, il n'y a que ce que l'agent de santé souhaiterait que le représentant de la communauté, les représentants comprennent que celui l'a fait passer. Donc, il y a de dysfonctionnement des fois à ce niveau. Il y a la résistance au changement qui ne semble pas profiter la communauté. Les problèmes liés, donc, on se rend compte que la santé de la population béninoise n'est pas aussi... l'état de santé n'est pas aussi reluisant. Et malgré tout ce que fait l'État pour améliorer, et comme réflexion, nous estimons que le principe motif de choix d'une structure de santé, c'est la qualité, tandis que les raisons financières constituent en réalité le principal motif de renoncement au sein de santé. Ceux qui ont les moyens à Cotonou préfèrent toujours aller dans les secteurs privés parce que aussitôt aller, aussitôt reçu, parce qu'il y a plus de commodité, alors que dans le secteur étatique, c'est des longues files d'attente. Nous vous remercions pour l'attention. Merci bien, Dr Akouté. Je remercie chacun des panélistes pour la qualité de leur présentation et pour la gestion du temps. Ils nous ont permis de récupérer un peu de temps par rapport au retard accusé au lancement de cette activité. Je remercie aussi l'assistance pour l'attention assidue par rapport aux différentes communications. Pour ma part, je reconnais que la communication a tourné autour de la problématique d'accès aux soins des populations. En grande partie, la population portant sur les mères et enfants. Et je reconnais que les différentes communications ont nourri, ont enrichi, ont apporté des points de vue complémentaires par rapport à l'objet d'études, de réflexion en jeu. Et d'une certaine manière, il y a des recoupements, mais d'une certaine manière, d'une autre manière aussi, il y a eu des informations complémentaires qui permettent d'avoir une vue globale, une vue holistique du phénomène et de s'en rendre compte aussi de la complexité.
L'aspect anthropologique a été soulevé par rapport aux pratiques qui s'observent et qui s'écartent des normes établies. Et les logiques qui sous-tendent ces pratiques ont été abordées. Et il y a la dimension quantitative apportée par Dr Jean-Yves. Il a donné des chiffres par rapport à l'automédication. Les 10 médicaments qui reviennent, qui concernent les 80% de ceux qui entrent dans, participent de l'événement de soins des populations. Et il a apporté beaucoup d'autres informations. Et le pharmacien est venu, et la communication du pharmacien est venue renchérir ce qui a été initialement dit et nous a donné le profil, par rapport au profil, la liste, le nombre de médicaments qui existent, les officines qui existent. Et malgré cette disponibilité en termes de produits, d'offres, l'automédication demeure la règle. Et il a décliné les différentes modalités d'automédication, 5 à 6 modalités. Et la communication du tradithérapeute est venue en confirmation à tout ce qui a été annoncé. Il y a une alternative qui est disponible dans le milieu par rapport aux soins biomédicaux. Et cette alternative, c'est bien sûr la médecine traditionnelle basée sur la phytothérapie. Et ça concerne tout ce qui relève de dysfonctionnement organique des populations et les différents soins qu'ils y apportent. Il y a enfin le spécialiste en santé publique qui a fait ressortir un peu l'organisation hiérarchique du système sanitaire au Bénin et surtout les différents problèmes d'ordre organisationnel, d'ordre politique, d'ordre qui relèvent de la compétence professionnelle même des agents de santé remis en cause par les populations et un certain nombre de raisons qui font qui renseignent davantage sur la désaffection des populations par rapport aux soins de santé. Et au vu de tout ce qui a été dit, sans doute, il y a des observations que vous aurez à faire en termes d'apport et en termes de demande, c'est-à-dire des aspects à approfondir qui constituent des points d'ombre à votre niveau et qui nécessiteront aussi l'attention du panel ici présent pour apporter les informations nécessaires. Nous disposons d'une demi-heure pour gérer le débat avec le public. Donc, la liste est ouverte. Je sollicite... Bon, on procède comment? Que veut dire on recense? OK. Je suis le premier. On a 6 questions, on peut commencer par là. Adriane. Président Wix pour son mot d'annonce, pour son discours, pour son allocution, si vous voulez. Merci de m'applaudir très très fort. De l'un d'entre eux, notamment du pharmacien, si j'ai un cas qui nécessite une consultation que je ne fais pas, d'ailleurs, c'est un préjudice que je cause aux patients, mais en plus, ce médecin pourrait s'en offusquer du fait que vous avez laissé une situation dégénérer avant qu'il n'ait connaissance de cela. Donc voilà, je crois que, mais on pourra vraiment, la question donc d'ordonnance systématique, je ne pense pas qu'on y arrive. Même dans les pays très développés où l'ordonnance est exigée, on sait qu'il y a et où il y a d'ailleurs la couverture sanitaire universelle, l'assurance maladie, les gens s'adressent toujours aux pharmacies pour de petits bobos et avoir directement leurs produits.
Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Et vous vendre. Prenez des risques, je l'aime beaucoup. Take risks. Ne vous laissez pas distraire. N'économisez pas. Et d'abord, ne vous économisez pas. Valorisez-vous. Et j'en ai deux que j'aime beaucoup. Et je vais vous lire deux passages. Il y en a un qui s'appelle « Développez votre offre, l'argent viendra ». L'obsession de l'argent est un piège dans lequel tombent de nombreux porteurs de projets, notamment les start-upers. Plutôt que de travailler à affiner leur offre, ils dépensent souvent trop d'énergie dans la recherche de fonds, ce qui peut s'avérer dangereux. La tendance actuelle qui consiste à multiplier les challenges et autres types de compétitions de business plan est de nature à distraire les entrepreneurs et éloigne de l'essentiel. Ces différents concours demandent du temps de préparation, beaucoup de temps. Plus vous aurez, ce qui compte, c'est de peaufiner votre service ou votre produit avec les moyens que vous avez. Plus vous aurez une offre précise, pointue et attractive, plus vous serez à même de trouver de l'argent pour booster votre business. Par contre, l'argent sera mal dépensé si vous n'avez pas suffisamment anticipé et prévu ce à quoi il servira. J'adore ce passage, on peut l'appliquer à toutes les formes de coopération et d'aide au développement. Et pour vous, clôture, travaillez votre leadership. C'est un garçon qui a 32 ans, hein. J'ai trouvé mon maître. On ne le répétera jamais assez. Le capital le plus important de votre projet, c'est vous. Les investisseurs s'intéresseront d'abord à votre personnalité. Quelles sont vos motivations, vos ambitions, vos façons d'appréhender votre projet, votre capacité à rebondir, l'arrogance, la position sociale et les origines, les succès antérieurs ou encore l'argent ne sont pas les facteurs qui détermineront si vous êtes un bon leader. Être un leader, cela se travaille au quotidien. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie lorsque vos collaborateurs vous le feront savoir implicitement ou explicitement. Commencez par faire preuve d'exemplarité, communiquez en toute transparence, transmettez votre savoir, fixez des objectifs clairs, favorisez l'autonomie de vos collaborateurs, soyez juste, soyez empathique, gardez fermeté et bonne humeur, sans diluer pour autant votre intransigeance. Le leadership s'acquiert à force de travail. Vous comprendrez pourquoi j'ai tenu à citer ce livre récent, qui devrait être le livre de chevet de chacun d'entre nous, émanant de quelqu'un qui n'a pas une expérience de la vie extraordinaire. Mais comme disait Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors en tout cas, moi je souhaite beaucoup de succès à votre sommet. Je lui souhaite aussi des vertus. La parole libre. On fête cette année le cinquantenaire de mai 68. Donc soyez quelque peu arrogant et contestataire. On en a besoin. Je vous souhaite aussi un sommet sincère. Une des qualités dont on a besoin, c'est la sincérité. Un sommet qui ne se gargarise pas de mots, mais qui se fixe des objectifs qui sont d'abord les vôtres. Bon sommet, je vous remercie et merci encore d'avoir choisi. Blanc de peau, mais nous ne sommes pas noirs dans la tête. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. Young West Africa Young Leaders Organization, on dit souvent aussi pour le développement et l'emploi des jeunes.
Il a compris très tôt ce que beaucoup n'ont pas encore compris ou qu'ils comprendront très tard. Il a initié donc ceci depuis 2015 et il fait son petit bonhomme de chemin avec des personnes aussi merveilleuses, avec des organes, avec des structures, histoire d'atteindre un objectif, celui de permettre aux jeunes que nous sommes de constituer un très beau carrefour pour notre avenir, celui de permettre à nos jeunes de connaître un développement durable, celui de permettre à nos jeunes de pouvoir subvenir à vos propres besoins sans forcément attendre qui que ce soit. Mesdames et messieurs, je vous prie très humblement de nous lever pour l'accueillir comme un seul homme. Lui, c'est bien sûr le président des formateurs WIS. Mesdames et messieurs, prière, vous levez, prière, vous levez. Je vous le demande de façon humble. Le président de WIS, voilà, West African Young Leaders Organization. Alors, la présidente Je suis bien ému. Veuillez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Merci à chacun de vous et merci également à nos maîtres de cérémonie, monsieur le directeur de l'Institut français, monsieur le représentant de l'OCJ, monsieur le représentant de la JCI, madame la représentante de l'association des anciens boursiers du programme YALI, monsieur le formateur, le représentant des formateurs du WIS 2018, chers coordonnateurs locaux, coordonnateurs nationaux WIS, chers représentants de toutes les délégations des pays participant à la 4e édition du sommet des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, mesdames et messieurs, chers amis, chers sympathisants, bonjour. Bonjour. Je ne vous entends pas très bien. Bonjour. Vous savez, en tant que jeune, comme j'ai l'habitude de le dire, notre mission c'est de travailler pour qu'aujourd'hui nous arrivions à atteindre nos objectifs, à réaliser nos rêves, mais aussi à planifier l'avenir pour la génération à venir. Et le WIS s'inscrit dans cette vision et nous avons pour valeur, j'ai été très sidéré par le discours du directeur de l'Institut français qui a cité un autre ami, Régis Ezen, de Daïmian, un livre vraiment très intéressant que j'aurai l'honneur de présenter très bientôt à la télévision nationale du Bénin. Et je vous conseille vivement ce livre. Il y a des valeurs que nous devons partager, la sincérité, l'honnêteté, le travail. En tant que jeunes, nous ne devons plus nous amuser avec notre avenir. L'avenir se planifie aujourd'hui. Et c'est ce cadre que nous offrons à tous les jeunes de l'Afrique de l'Ouest à travers l'OS. Nous travaillons notamment pour le développement, mais aussi nous pensons beaucoup plus à l'emploi des jeunes. Pourquoi donc l'emploi des jeunes? Chacun de nous peut répondre à cette question. Combien de jeunes aujourd'hui ont un emploi décent? C'est pour cela que parmi tous les objectifs de développement durable, nous avons mis l'accent sur l'ODD 8, qui est donc l'emploi décent pour tout le monde. Que faisons-nous aujourd'hui pour réduire le taux de chômage? Que faisons-nous pour avoir des entreprises, pour donner des opportunités de travail à d'autres jeunes comme nous? Et je pense quand même qu'au terme de cette 4e édition, je suis heureux de remarquer qu'il y a des personnes qui nous accompagnent depuis 2015, qui étaient là en 2016, qui étaient toujours là en 2017 et qui sont également là en 2018. Ce qui voudra dire que notre objectif d'installer une crise où nous nous connaissons pour mieux évoluer ensemble est en train de se réaliser progressivement. Bienvenue à tous de la famille WIS. Bienvenue à tous de la famille WIS. Et cette famille que nous mettons en place pourra désormais collaborer ensemble. Et nous allons initier à partir de cette année l'entreprise dont nous rêvons.
d'entreprise qui pourra non seulement être au Bénin, mais aussi dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à travers nos différents coordinateurs nationaux. Que je vous prie de bâtonner, s'il vous plaît. Et je voudrais aussi dire à ceux-là qui sont encore en route que nous restons ouverts. Et je voudrais, si vous le permettez très rapidement, que les coordonnateurs locaux du Bénin qui ont fait un travail exceptionnel cette année à travers la tournée nationale que nous avons initiée dans environ 8 communes du Bénin. Nous avons été à Sakété. Sakété est là, représenté. Merci de vous lever, s'il vous plaît. Merci d'encourager les coordonnateurs de Sakété. Nous avons été à Barakour. Cher ami Charles, si tu es là, veuillez bien te lever. Nous avons été à Adjoum. Est-ce que Adjoum est représenté? Merci beaucoup. Nous avons été à Adjara. Est-ce que Adjara est représenté avec M. Gabon? Oui, merci beaucoup. Nous avons également été à Kalalé. La distance est tellement longue qu'il n'a pas pu se rendre. Il s'excuse. Alors, je voudrais donc ensemble que les coordinateurs locaux qui sont déjà présents sur l'aide, les coordinateurs nationaux plutôt qui sont présents sur l'aide, s'il vous plaît, Côte d'Ivoire, Conakry, Togo, le Niger, Burkina Faso, Djibouti qui n'est pas encore là, il y en a qui sont encore en route. Le Ghana est là déjà, s'il vous plaît, le Ghana. Mes chers amis, my people, Igwe, where are you? Igwe. Merci beaucoup, merci de vous asseoir. Il y en a encore qui sont en route, il y a quelques coordonnateurs qui n'ont pas pu encore être avec nous pour la symphonie de l'ouverture, mais ils seront avec nous à l'hôtel pour les activités, pour vous dire que vraiment notre famille grandit et nous allons ensemble travailler, être sincères l'un envers l'autre, pour que la mission du WES, qui est notre développement un emploi de jeunes, puisse véritablement se concrétiser. Sur ce, je déclare officiellement lancé les activités de la 4e édition du Sommet des Jeunes de l'Afrique de l'Ouest, WES. Je vous remercie. Sur 2 points qui se relient. Il y a la résistance aux antibiotiques et la résistance aux antipaludéens. Que faire pour lutter contre ce phénomène? Et il y a la question de l'automédication qui est revenue sur différentes formes. Il y a quelqu'un qui a voulu savoir est-ce que ça ne pose pas un problème de conflit? Est-ce que ça ne générerait pas un conflit entre médecins et pharmaciens? Et puis, le docteur Yedom qui voudrait savoir, qui demandait s'il ne faudrait pas aller vers une dispensation automatique sur ordonnance. Bon, je vais essayer d'apporter quelques compléments de réponse par rapport à ce que le docteur Akouté a déjà dit. Concernant la question de la résistance aux antibiotiques et aux antipaludiques, effectivement, c'est une problématique qui interpelle tout le système sanitaire, mais aussi en particulier les pharmaciens en tant que gardiens du médicament. Parce que si nous, on ne donne pas, personne ne l'utiliserait sans avis du médecin. Et là, je dois avoir un langage franc avec vous. C'est vrai que c'est une problématique dont nous avions conscience. Il faut reconnaître effectivement que les pharmacies ont, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à un usage abusif de ces médicaments. Mais l'année dernière, il y a eu une campagne contre l'utilisation des antibiotiques sans consulter le professionnel de santé, notamment le médecin. Et à cette occasion, les pharmaciens également ont pris la décision de ne plus céder les antibiotiques, notamment les antibiotiques, sans ordonnance médicale. Je dois reconnaître qu'il y a cette décision-là, en fait, cette résolution qui est prise entre pharmaciens parce que d'abord c'est la réglementation qui l'exige d'abord, mais
là, on s'entend pour dire, il faut, parce qu'il y a un phénomène en pharmacien que je dois peut-être révéler ici. Lorsqu'une pharmacie, quand vous prenez le cas de Cotonou, vous avez près de 120 pharmacies, les pratiques ne sont pas harmonisées. Il y a ceux qui veulent respecter la réglementation, il y a ceux qui ne veulent pas la respecter. Vous dites à un client qui s'adresse à vous, demandez un antibiotique, vous refusez, vous lui réclamez une ordonnance, il sort de chez vous, il rentre dans une autre pharmacie et il a accès au produit. Donc, il y a nécessité de discipliner, je mets en guillemets, les pharmaciens. Mais ça, c'est le rôle de l'autorité. Il faut que, parce que tant qu'il n'y a pas de sanction vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas respecter la réglementation, on n'encourage pas de tout ceux qui veulent respecter. Mais là, ça interpelle aussi la conscience professionnelle des pharmaciens. Donc, c'est respecté aujourd'hui dans certaines pharmacies. Vous y rentrez, vous demandez l'antibiotique, on va vous refuser cela. Mais il y a des pharmacies, et hélas, elles sont encore plus nombreuses, qui continuent de servir ces médicaments sans ordonnance. Je crois que nous allons continuer les sensibilisations, mais en plus de la sensibilisation, il faut que les sanctions tombent. Mais au-delà de cette question, il faut reconnaître que quand vous allez en zone rurale, parce que moi, je focalise ces approches sur le patient. Quand vous allez en zone rurale, la situation, elle est très déplorable. Vous refusez à quelqu'un qui vient vous voir pour un problème, qui demande un antibiotique, vous refusez de lui donner. En tant que pharmacien, professionnel de santé. Il part, il va voir un aide-soignant, je mets un aide-soignant comme ça, en guillemets, qui n'est pas formé, qui ne connaît rien, et c'est lui qui lui prend un papier de ciment et qui lui met un antibiotique là-dessus. Le monsieur revient vous voir. Ça pose un autre problème. Donc, c'est tout le système qu'il faut revisiter, parce qu'il y a des défaillances dans le système qui font que parfois le pharmacien, en tout cas le pharmacien rural que moi je suis obligé parfois de dire, mais je préfère faire face moi à la situation en tant que pharmacien, essayer de voir quel est le problème donc de ce patient qui vient, au lieu de le laisser à la merci donc de quelqu'un qui n'a aucune compétence à agir. Donc voilà l'une des problématiques. Par rapport aux antipaludéides, il y a un travail qui a été fait avec Remède. On a fait une enquête, on a vu que plus de 60% des cas de paludisme ont été traités en officine sans que les gens aient jamais pris par un médecin. Qu'elles sont faites dans un contexte pareil? C'est de pouvoir intégrer les structures privées que sont les officines de pharmacie dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Parce qu'on a vu que le programme ne se focalise que les structures, la formation sanitaire publique. Donc, le Remède a fait un travail en disant, tous ceux qui viennent dans les officines, pour des questions de fièvre et autres, ils demandent systématiquement des antipaludéiques. Il faut qu'on ait un moyen, tout au moins, donc, de confirmer ou d'infirmer ce cas. Donc, on a distribué des TDR, des tests de diagnostic rapide à un certain nombre d'officines pour permettre au moins donc de faire un diagnostic rapide pour voir est-ce que ce test est au moins positif. Ça permet au moins d'écarter les négatifs et de leur dire vous n'avez pas besoin d'un antipaludéique, quitte à le référer vers un médecin pour qu'on voit réellement de quoi il souffre. Ce travail a donné des résultats très encourageants. Reste que le programme national de lutte contre le paludisme s'approprier ce travail-là et voir comment essayer donc de le formaliser, l'étendre à toutes les officines de pharmacie. Je crois que c'est l'une des plus de solutions pour pouvoir faire face à la problématique de la résistance aux antipaludéiques, parce qu'effectivement, il y a une forte pression qui est faite sur les antipaludéiques. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est-à-dire qu'on a trop d'antipaludéiques référencés au Bénin. Donc, un travail doit être fait au niveau de la commission d'homologation pour qu'on puisse réduire le nombre de références aussi. Je crois que ça aussi, c'est une menace qui rentre en ligne de compte et qui pourrait favoriser la résistance aux antibiotiques, aux antipaludéiques. C'est ce que je voulais dire sur la question de la résistance. Sur la question d'automédication, une fois encore, je crois que si elle est abordée dans une approche centrée sur le patient, on comprendrait mieux le phénomène. Parce que, autant que nous sommes ici, je ne sais pas combien de personnes se lèvent parce que le matin, il a un rhume et qui décide systématiquement d'aller consulter un médecin. Autant que nous sommes ici. Hein.
Donc, quand vous abordez la question de cette façon, vous comprenez, vous abordez la question avec beaucoup plus donc, de circonspection. C'est vrai, la question de l'automédication telle qu'elle se passe chez nous ici pose assez de problèmes et mérite d'être recadrée. Mais on ne peut pas endiguer l'automédication. Elle fait partie de... C'est parfois presque naturel hein, pour des gens de se dire j'ai une pathologie, un symptôme mineur, et puis je connais le remède pour ça et puis je le prends. Ce qu'il a souhaité, c'est que des pharmaciens à qui les gens s'adressent plus fréquemment soient au poste. Donc la question de l'exercice personnel de la pharmacie. Et j'y souscris encore à ce niveau. Il revient à l'autorité nationale de réglementation de faire en sorte que chaque pharmacien soit au poste. Une fois encore la décharge des pharmaciens, je crois qu'il y a une nouvelle génération de pharmaciens qui essaient quand même de comprendre quelles sont ses réelles missions en tant qu'acteur de santé. Ici ce matin, j'ai un pharmacien remplaçant dans mon officine. Et vous avez à Cotonou ici, et ça il faut aussi le reconnaître, vous entrez dans les pharmacies, plus de 50% des pharmaciens titulaires ont des assistants. Et aussi, à la charge, à la décharge de l'administration, de plus en plus, il y a un contrôle qui est fait par rapport même au déplacement. Si vous devez sortir aujourd'hui du territoire, vous devez écrire à l'autorité de réglementation, la direction de la pharmacie, pour l'informer de ce que vous sortez du territoire et que vous, pendant cette période, vous allez vous faire remplacer par tel confrère qui est bien identifié. Donc, ça se fait de plus en plus. Et si vous observez bien, vous verrez qu'il y a beaucoup plus une présence accentuée du pharmacien au poste. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, on n'est pas encore au niveau où on souhaite, mais c'est pour dire qu'il y a de l'espoir et que des choses avancent très positivement. Mais il reste toujours des efforts à faire. Alors, par rapport à ce qu'a prévu l'OMS, nous avons l'Organisation ouest-africaine de la santé qui a prévu des cadres réglementaires pour l'exercice de la médecine traditionnelle. Et le Bénin n'est pas à la marge. D'abord, le décret qui porte sur la déontologie de la médecine traditionnelle au Bénin est un décret qui a tenu compte de ce cadre réglementaire pour s'intituler. Il y a aussi, aujourd'hui, par rapport à ce décret qui a prévu, c'est ce cadre réglementaire qui nous a prévu, 1. Autorisation d'exercice du médecin traditionnel. 2. Autorisation d'ouverture de cabinet. Et 3. Autorisation de mise sur le marché des médicaments traditionnels. Bon, déjà, il faut dire que les arrêtés nécessaires d'application du décret de la déontologie sont déjà pris. D'abord par l'ex-ministre qui est déjà ailleurs, mais qui a fait déjà un grand travail à ce niveau. D'abord, premièrement, arrêté d'autorisation et arrêté d'ouverture de cabinet, arrêté de l'AMM. Donc, ces 3 arrêtés sont déjà pris. Maintenant, il reste leur application. Dès que l'application va commencer, c'est en ce moment que le Béninois commence par savoir qu'il y a un décret. Il y a des tests. Bon, il y a aussi une loi qui est à l'Assemblée présentement, introduite par le gouvernement lui-même. Donc, autrement dit, c'est suivi de près. Donc, cette loi, d'ici à là, sortira et va régler tous les problèmes. Bon. Et en ce qui concerne le recours, est-ce que si quelqu'un fait recours plutôt à la plante à la maison, c'est automédication. En tout cas, c'est une manière de parler. Puisqu'il s'agit du dosage. Aujourd'hui, le médecin traditionnel n'est plus médecin d'hier, je l'ai dit, parce que le grand nombre est en train de recevoir beaucoup de formations pour avoir le niveau nécessaire sur le dosage. Et aussi, avant que les médicaments ne soient autorisés, il y a beaucoup à faire. Ce n'est plus comme avant.
même les règles d'hygiène sont applicables à 100%. Parce qu'il y a des inspections qui ont lieu, donc c'est plus facile. Ce n'est plus rester peut-être à un lieu, crotter, pour faire quelque chose, mettre sur le marché, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, beaucoup d'informations qui est en train d'aller et permettre aux praticiens de se prendre en charge. Donc, je crois que là, on peut évoluer. Pour les cas d'animaux, il est vrai, l'OMS a reconnu que la médecine traditionnelle peut utiliser 3 règnes, les 3 règnes pour sa préparation. Le règne minéral, végétal et animal. Maintenant, pour le cadre d'animal, l'OMS ne nous a pas autorisé l'utilisation de ce règne animal dans les médicaments. Mais il y a des maladies qui sont spécifiques. Je prends le cas, par exemple, de l'épilepsie, qui a obligé de passer par exemple, le poisson à gbibi, qui est un animal, qu'on veuille ou pas. Le poisson est classé dans les animaux. Il y a aussi la vipère, qui est utilisée dans ce traitement, par exemple. Il y a d'autres aussi, d'autres animaux aussi, qui est utilisé dans ce traitement. Mais il est vrai, c'est un traitement que le patient est d'accord pour suivre. Et ça guérit ce mal. Le mal dont je parle n'a pas de médicaments, mais voici ces médicaments que je suis en train de citer. Bon, pour le cadre, et pour tous ceux-là qui vont là-bas, la plupart vont là-bas pour autre chose. Ce n'est pas toujours médicaments. Il y a aussi le côté métaphysique qui les amène là-bas. Donc si vous les voyez nombreux, ce n'est pas toujours pour les médicaments. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments. Si vous préparez ces médicaments, bon, le ministère de la Santé ne peut pas vous l'accepter. Puis vous devez dire avec quoi vous fabriquez les médicaments. Et vous avez des visites d'inspection, même inopinées, pour sur les médicaments que vous faites. Donc, d'office, les médicaments, aujourd'hui, c'est les médicaments phyto qui sont sur le terrain. Et il y a question de scarification pour la prévention, oui. Et ce n'est pas ça seul. Il y a beaucoup d'autres. Bon, moi, à mon bras, ce que j'ai là, ça prévient contre la paralysie, par exemple. Nos vieux ne connaissent pas la médecine moderne, mais ils n'ont jamais été paralysés. Nos anciens, nos papas, nos pépés, nos arrière-grands-pères ont vécu, mais toujours forts jusqu'à mourir. Il y a aussi, par exemple, scarification, par exemple, pour le côté sexuel faible. Pour ne jamais tomber faible sexuellement, nos aïeux ont utilisé des scarifications comme ça. Et aussi, pas seulement scarification, il y a d'autres formes de bains qu'il faut faire pour éviter d'avoir ça, par exemple, d'avoir cette faiblesse. Bon, il y a aussi d'autres choses, d'autres maladies qui sont prévenues par le médecin traditionnel. Donc, je donne le cas, il y a beaucoup de cas de prévention. Maintenant, on n'a pas assez de temps pour l'étendre. Donc, j'ai donné seulement un petit exemple par rapport à la prévention. Je suis avec les médecins traditionnels ici, qui sont témoins de tout ce que je dis et qui vivent ça. Vous voyez? Donc, l'arthrose, par exemple, il y a une méthode préventive pour ça. Ceux qui ne connaissent pas ça tombent d'abord malades et c'est curativement qu'ils sont traités. Mais ceux qui comprennent, déjà à un âge donné, se mettent dedans et puis ils n'ont plus de problème. Voilà. Je crois que j'ai pris en compte toutes les préoccupations. Je vous remercie. Merci. Ouais, merci pour l'attention. Il y a beaucoup. Parce que depuis le mois de septembre, il y a des réformes dans le secteur de la santé, dans tout le secteur de la santé, qui exigent les autorisations, l'inscription à l'ordre des médecins, l'autorisation d'ouverture, etc. Et ces réformes seront en cours jusqu'en janvier 2019. Moi, ma question, c'est aujourd'hui, au niveau de la médecine traditionnelle,
la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup de Béninois qui vont vers cette médecine parce qu'elle apporte quelque chose que peut-être probablement les médecins donc conventionnels ne rapportent pas. Aujourd'hui, en termes de réglementation de ce secteur, est-ce qu'il y a également, parce que j'ai entendu parler des autorisations également à leur niveau, quelles sont les bases légales en fait de l'exercice de la médecine traditionnelle au Bénin? La deuxième chose, c'est l'automédication. Il y a certains conférenciers qui sont revenus dessus. Aujourd'hui, les médicaments de la liste 1 aujourd'hui sont distribués sous ordonnance. Est-ce que le problème ne serait pas d'aller directement vers une distribution donc de tous les médicaments sous ordonnance? Comme ça, on sait réellement, on réduit le risque, donc les risques en fait liés à l'automédication. Je vous remercie. A été organisé à Kétou, au rectorat de l'Université nationale d'agriculture, et qui portait sur le thème biotechnologie et développement durable de l'agriculture. Ce jour, jeudi 27 septembre, nous nous retrouvons ensemble pour échanger pendant 2 heures sur le thème suivant: comment les gens se soignent à Cotonou. Ce thème va être développé par 5 personnalités de diverses spécialités, dont le professeur Roch Nguyen, qui est anthropologue, et qui va présenter le sous-thème « Rôle de la mère, logique sociale d'accès aux soins, usage des médicaments pharmaceutiques et de la phytothérapie, pratique quotidienne de soins, cheminement de soins, etc. » Le professeur Roch Empêché a envoyé son collègue Marius Vignigbe pour le remplacer. Le deuxième sous-thème, aspect statistique et épidémiologique de l'accès aux soins à Cotonou, qui sera présenté par Dr Jean-Yves Le Estran, qui est médecin épidémiologiste. Le sous-thème 3, comment les gens s'approvisionnent en médicaments et l'accès aux médicaments dans les officines, organisation des soins dans la famille. Ce thème sera présenté par Dr Louis Deoumonkoupe-Mendy, qui est pharmacien d'officine et spécialiste des affaires réglementaires pharmaceutiques. Le sous-thème 4, type de demande reçue par les praticiens, pathologies fréquentes traitées, offres disponibles, type de soins, prévention, traitement par les plantes. Il sera présenté par un thérapeute, M. Gabriel Salavi. Le 5e thème, pourquoi et comment recourt-on au système public? Pourquoi les gens n'adhèrent pas si tant à l'offre des soins? Relations entre santé publique et population. Ce thème sera présenté par M. Vincent Akouté, qui est médecin de santé publique. Chaque présentateur aura 12 minutes pour nous présenter sa thématique. Et avant de commencer, je vais demander humblement à M. Florent Angelman, qui est le chef d'antenne de l'IRD au Bénin, de bien vouloir donner son mot de bienvenue aux participants. Bien, merci professeur Gondonou. Merci à tous d'être là, d'avoir bravé les éléments pour participer à ce Café de la Science. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants et les organisateurs de cet événement. Et je ne vais pas en dire plus à cause du temps et pour laisser la parole aux intervenants qui vont certainement nous raconter des choses tout à fait passionnantes. Donc merci à tous et à toutes.
Je voudrais inviter le professeur Innocent Bokosa Yaou, directeur national de la recherche et de l'évaluation pour le lancement officiel de la commission. Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue. Je ne suis pas là pour faire un discours. Le discours le plus intéressant, c'est ce que les panélistes vont présenter. Donc, je tire votre attention de bien écouter et surtout d'intervenir. Parce que le Café de la Science, c'est une activité de valorisation des résultats de recherche. Et avant de partir d'ici, je vais saluer très chaleureusement le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche. Il est parmi nous. Nous allons lui demander de bien vouloir se lever pour que vous le connaissiez. Et sur ces mots, l'activité est lancée. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais demander donc aux 5 panélistes de bien vouloir se positionner sur l'estrade, à savoir monsieur Marius Lindé, docteur Jean-Yves Estra, docteur Louis Léomon-Poutou-Lévi, monsieur Gabriel Saladi et monsieur Vincent Apouké. C'est bon, c'est bon. Ok, merci à tous d'être venus suivre la série de communications qui vous seront adressées ce matin. La toute première porte sur la dimension anthropologique des soins. Beaucoup s'étonneront peut-être de voir la présence d'un anthropologue de la discipline anthropologie se positionner sur une question qui relève purement de la biomédecine. Au fait, c'est déjà une tradition entre l'IED et l'Université d'Aoumé-Calavi, un accord de partenariat portant sur des recherches conjointement conduites en matière de soins apportés aux populations. Et à ce titre, par le passé, nous avons déjà conduit des recherches portant sur les médicaments, l'usage social des médicaments, sur l'épidémie Lassa. Il y a de cela 2 ans, il y avait une recherche conjointement conduite intitulée EBEN et beaucoup d'autres programmes de recherche en matière de soins aux populations. Et c'est dans ce cadre que la présence du professeur Ouirin Empêché, qui m'a délégué, se justifie au sein de cette série de communications en matière de soins. D'entrée de jeu, le titre de la présentation s'intitule « Logique et pratique de soins en milieu urbain au Bénin ». Nous sommes à Cotonou, en milieu urbain. Et il ressort que, du point de vue de la morbidité en milieu urbain, il y a une série de maladies, le rapport épidémiologique les statistiques, l'annuaire des statistiques de santé le révèle, une série de maladies qui se retrouvent et qui impactent de façon considérable les populations urbaines, notamment celles de Cotonou. Il ressort également que Cotonou, étant la capitale, la principale ville, est assez pourvue en matière d'infrastructures hospitalières, en termes d'implantation des hôpitaux, en termes de personnel soignant, dépassant même les normes fixées par l'OMS, qui sont de 24 médecins pour 1000 habitants. À Cotonou, nous sommes à 29 médecins pour 1000 habitants.
malgré ce déploiement en termes d'infrastructures pour couvrir la demande, pour couvrir les besoins en termes de santé, il ressort que les populations n'adhèrent pas toujours aux soins de santé. Et la population cible ici, c'est la santé, la mère et l'enfant. Pourquoi avoir choisi cette population cible? Parce qu'elle représente à elle seule les enfants de 0 à 5 ans, dont la responsabilité de la santé relève de la mère, pratiquement. Ces enfants, la population de cette tranche d'âge et la population des femmes en âge de procréer représente plus de 41% environ de la population de Cotonou. Donc, c'est quand même une population assez importante. Et il ressort à ce niveau que la morbidité la plus fréquente au niveau de cette population cible, c'est le paludisme. Le paludisme et l'accès aux soins, aux médicaments, paludisme pose problème au niveau de cette population. La couverture en termes de besoins n'est pas encore celle souhaitée, n'est pas encore totale. Donc, on se pose alors la question de savoir pourquoi dans un contexte où les infrastructures hospitalières sont disponibles, pourquoi dans un contexte où il y a assez d'officines pour couvrir la demande en termes de produits médicamenteux, les populations de Cotonou n'adhèrent pas, la population cible n'adhère pas à cette offre thérapeutique. Face à cette interrogation, il urge de soulever que par le passé, il y a des recherches, des points de vue théoriques qui ont déjà énoncé que la santé, l'offre de soins, les soins disponibles sont chargés de sens pour les populations, qu'il y a tout un système de représentation au travers duquel les populations arrivent à interpréter l'offre de soins qui leur est proposée. Et cela peut constituer, bien sûr, un facteur favorisant comme un facteur non favorisant en termes d'adhésion aux soins de santé. Donc, c'est pour ça la question de recherche, sinon l'hypothèse fondamentale qui émerge de cette problématique est que la disponibilité des médicaments pharmaceutiques efficaces, même efficaces, ne préjuge en rien de l'utilisation efficace. Et même si utilisation il y en a, cette utilisation n'assure pas toujours l'adéquation entre usage réel et recommandations officielles. D'où l'approche anthropologique d'interroger la logique de cette population, de voir les pratiques qu'on observe dans les faits et qui s'écartent des normes, quels sont les facteurs qui répondent, les logiques qui sous-tendent ces pratiques. Et pour y parvenir, une méthodologie de recherche a été mise en place. Et cette méthodologie, bien évidemment, nous sommes à Cotonou. L'enquête est purement qualitative, c'est l'approche anthropologie qualitative parce que ça génère, la méthodologie mise en œuvre génère des données purement qualitatives et non quantitatives. Donc il a fallu mettre une technique d'échantillonnage à choix raisonné, il a fallu élaborer des outils de collecte à partir des entretiens, des semi-structurés, approfondis et de l'observation directe. Et c'est avec ce dispositif méthodologique qui a permis de collecter des données dont nous vous rapportons les grandes tendances de terrain. Et bon, c'est déjà mentionné, les populations cibles, c'est les femmes enceintes, les prestataires de soins aussi, les leaders d'opinion. Au fait, la taille de 32 a été fixée, ça n'a pas été fixé de façon arbitraire, c'est suivant le critère de saturation, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'interviews, on se rend compte que les éléments, les données collectées n'apportent plus d'éléments nouveaux à celles antérieurement collectées. Et là, le chercheur se présume que la saturation est atteinte et arrête les interviews. Donc, les résultats, ils relèvent tout d'abord un syncrétisme thérapeutique. C'est-à-dire, ça a été emprunté du langage religieux, syncrétisme thérapeutique, pour dire qu'il y a plusieurs systèmes de soins qui s'interfèrent. Et les populations, quand on les interroge au sujet des médicaments, à propos des médicaments pharmaceutiques, ils répondent carrément, il ressort un critère d'altérité, c'est-à-dire tout ce qui relève des produits pharmaceutiques officiellement, c'est produit ailleurs, ce n'est pas produit au Bénin, ça relève des usines industrielles. Donc c'est les produits du blanc, contrairement à ce qu'on trouve à portée de main, surtout les bords des trottoirs, qui sont les produits de décoction
obtenus à partir des plantes, à partir des décoctions de plantes, et qui constituent une pratique courante du milieu. Il ressort à partir de ces deux catégories, médicaments de blanc et médicaments de brousse, que les différentes pathologies auxquelles sont confrontées cette population cible qu'on retrouve sur... Messieurs, il y a les maladies qu'ils énumèrent, qui reviennent souvent, c'est le palu. Ils ne parlent pas la population ne parle pas du paludisme, c'est le palu. Ils parlent d'anémie qui est liée au paludisme, la fatigue qui suit, et le zozo. Le zozo, c'est un terme local pour désigner la fièvre. Et les maladies diurétiques. Et à ce niveau, nous avons retenu un extrait d'entretien qui illustre bien ce qu'on dit. Elle dit, moi, j'associe les tisanes surtout quand je suis enceinte, parce que le palu enlève la force et ces tisanes font uriner et éliminer la maladie. Toujours continuant dans cette logique, il ressort que les médicaments, le panel de médicaments qui se trouve à portée de main au niveau de ces populations cibles n'ont pas que des propriétés paludiques, antipaludiques. Il y a aussi des médicaments qui sont couramment utilisés, qui n'ont pas de propriétés antipaludiques, ou soit qui constituent seulement des médicaments pris à titre d'adjuvant pour renforcer les médicaments antérieurement pris. Et à ce niveau, on relève l'aspirine qui est couramment utilisée, le paracétamol et beaucoup d'autres produits adjuvants. Alors, les facteurs associés au recours thérapeutique, ça dépend de la gravité de la maladie et ça dépend aussi des raisons financières, l'accessibilité financière. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte social marqué par une précarité et qui constitue un obstacle du point de vue financier à l'accessibilité des produits pharmaceutiques. Il y a les coûts qui sont liés au recours des produits pharmaceutiques et ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est quoi? C'est pour se rendre, il faut se rendre, se libérer, se dégager de son temps, se rendre dans un... non, les coûts directs, les coûts de consultation, bien sûr, ça a une incidence financière et qui constitue un niveau d'obstacle supplémentaire à l'accessibilité des soins. Et il y a les coûts indirects, la perte de temps, se libérer de son temps, le transport, le temps d'attente, l'accueil à faire et le coût, l'incidence financière subie de la prescription, l'alimentation à adapter aux médicaments pris. Donc, toute cette série de facteurs constituent des facteurs induisent un coût indirect aux populations. La disponibilité, même en présence de disponibilité de produits pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques homologués comme la sulfadocine, pyrimétamine, la couverture n'est pas toujours assurée au niveau de l'institution hospitalière. Donc, c'est-à-dire, la population constitue, il y a des obstacles au niveau des populations à accéder à l'offre hospitalière, mais au niveau de l'institution hospitalière, le fonctionnement de l'institution hospitalière fait que la population n'arrive toujours pas à trouver satisfaction, même en cas de demande, en cas de besoin d'offres et de produits pharmaceutiques. Donc, de ce fait, il y a la disponibilité qui n'est assurée qu'à 44%, ça c'est un exemple à titre illustratif, et cette rupture de stock peut prendre des semaines. Pendant ce temps, que font les populations exposées à la maladie? Tout naturellement, il y a des alternatives qui s'offrent, qui se trouvent dans le milieu, l'environnement ambiant, et cette alternative est constituée des savoir-faire populaires locaux, qui sont au quotidien, et il y a aussi les tradis praticiens. N'oublions pas, à Cotonou, nous avons au moins les statistiques relèvent qu'il y a au moins 1000 tradis praticiens qui sont en exercice, ne serait-ce qu'à Cotonou, sur les 10 000 relevés au niveau national. Donc ça constitue un personnel important en matière de soins alternatifs aux populations. Il y a l'accueil dans les centres hospitaliers. Parfois, le personnel est surchargé, et
il n'a pas toujours le temps d'apporter l'écoute nécessaire, le conseil nécessaire, la préparation psychologique nécessaire aux populations, aux maires, pour, en matière d'effets secondaires liés à la prise de ces médications. De sorte que les effets secondaires générés a posteriori induit tout naturellement une désaffection vis-à-vis des produits pharmaceutiques. Donc, à titre illustratif, il y a cet extrait qui dit « La tantille », c'est une manière de désigner le personnel soignant féminin. La tantille m'a dit de prendre les 3 comprimés. Elle ne m'a pas expliqué, moi. Elle ne m'a pas expliqué. Moi, je sais que c'est bon pour moi. C'est pourquoi elle m'a donné ça. Mais après cette prise, les effets secondaires ont accompagné. Donc, la patiente n'était pas préparée psychologiquement à gérer à la survenue de ces effets secondaires. Donc, il se pose fondamentalement, on relève à Cotonou qu'il y a fondamentalement le problème de l'automédication lié à des pratiques populaires, certes, mais aussi lié au fonctionnement du système officiel biomédical qui n'arrive pas toujours à couvrir, à répondre de façon adéquate aux besoins, aux sollicitations des populations. Ce qui fait que les populations se retrouvant dans un environnement qui présente une alternative au système biomédical, tout naturellement, elles associent les 2 systèmes de soins et on aboutit à ce qu'on appelle un itinéraire complexe. Ce n'est plus un cheminement complexe de soins, de recours thérapeutiques, un pluralisme médical qui définit un itinéraire, un cheminement complexe de recours thérapeutiques, de prix de médicaments, ainsi de suite, et qui fait que l'adhésion nécessaire souhaitée de la part des populations à l'offre de soins médicaux n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, je vous remercie. Je suis à terme de ma présentation. Et je vais passer la parole au suivant communicateur, Dr Yves. Merci. Sur ce problème de besoin de soins et accès aux soins de la population au Bénin. On travaille à Cotonou et on travaille également à Comé, dans l'ouest du Bénin. Et là, on parle des problèmes que rencontrent les gens, les problèmes de santé que rencontrent les gens à Cotonou. Alors moi, mon rôle, c'est un peu de mesurer les phénomènes qui sont soulevés par les études qualitatives, telles que l'ont présenté Marius. Et donc, on fait des enquêtes épidémiologiques pour mesurer les problèmes d'accès aux soins à Cotonou. On fait des enquêtes en population et on essaie de constituer des échantillons qui sont représentatifs autant que possible de la population qui nous intéresse. Et donc, en avril-mai 2016, on a mené une enquête parmi 630 foyers dans la zone de Cotonou et pour mesurer les problèmes de santé rencontrés dans la semaine précédant la visite de l'enquêteur. Ça nous permettait de cibler le mieux possible les phénomènes de santé qui allaient être rapportés par les gens, puisque là, dans ce cas-là, il n'y a pas un grand problème de mémorisation, c'est quelque chose d'assez clair. Donc, c'est des données qui sont discutables, à discuter, mais qui permettent une approche assez réaliste des choses qui se passent dans les foyers à Cotonou. Merci. Donc, je vais partager avec vous quelques résultats pour essayer d'un peu chiffrer les problèmes qui ont été soulevés par Marius. Alors, on s'est intéressé à 2 populations. On s'est intéressé aux enfants, donc on a interrogé les mères pour les problèmes de santé arrivés à l'un de ces enfants, un enfant âgé de moins de 12 ans. Et on s'est intéressé également à un adulte du foyer. Donc, parmi les enfants, on a interrogé 400 enfants, puisqu'il n'y avait pas des enfants dans tous les foyers qu'on a identifiés. Et parmi ces 400 enfants, il y en avait 60 qui avaient posé un problème de santé. Et si on interroge la mère, elle a identifié 31 maladies, essentiellement le palu et la grippe, le rhume. Et puis, elle a nommé des symptômes, essentiellement des fièvres, de la toux et les troubles digestifs. Comme l'a dit Marius, ici, palu n'est pas égal à paludisme.
Paludisme, c'est une dénomination biomédicale qui nécessite un diagnostic biologique, c'est-à-dire le fait de voir le parasite. Là, le palud des populations, c'est un ensemble de symptômes qui évoquent de près ou de loin ce que pourrait être le paludisme. Donc c'est essentiellement de la fièvre, mais ça peut être de la fièvre avec des céphalées, de la fièvre avec des vomissements. Donc c'est un terme beaucoup plus large que le paludisme. Donc quand il y a 60% de palud, ce n'est pas 60% de paludisme. Chez les adultes, on retrouve la même chose. Les adultes parlent souvent de palud, surtout quand ils ont une fièvre, ils citent le palud en grande majorité, puis le rhume, et puis assez souvent également une maladie chronique qui est l'hypertension. Alors, ils ne nous citent pas l'hypertension en tant que maladie chronique, mais ils vont nous citer l'hypertension parce que l'un des symptômes qu'ils vont avoir présenté pendant la semaine les renvoie à une maladie qu'ils pensent avoir. Quand je dis « ils pensent », c'est qu'en fait, on n'a pas de garantie exacte du diagnostic de la maladie. Ça peut être un diagnostic qui a été fait dans un centre médical, mais ça peut être un diagnostic qui s'est construit à travers les discussions qu'ils ont autour d'eux. Néanmoins, vous voyez, ils citent assez souvent des symptômes liés à l'hypertension. Pour les symptômes, c'est essentiellement des problèmes articulaires, musculaires. Voilà. Suivant. Alors, on a essayé de voir un petit peu dans quelle mesure les gens allaient consulter. Alors bon, c'est un peu petit, je suis désolé, mais en résumé, on a analysé les signes qui avaient été donnés par les gens et on a essayé de voir si ces signes justifiaient d'une consultation à domicile. Et on voit que pour les enfants, il y a un peu plus de 15% des raisons pour lesquelles ils auraient dû consulter qui les amènent à une consultation. Suivant. Pour les adultes, c'est la même chose et c'est même moins de 10% des problèmes de santé qui auraient justifié d'une consultation qui, en fait, ont été vus par un médecin dans un centre. Donc, en fait, globalement, il y a très peu de consultations dans les centres de santé et l'automédication est la règle générale dans les foyers pour traiter les problèmes de santé que les gens rencontrent. Suivant. Alors, comment les gens se soignent? En fait, les gens, dans le système actuel au Bénin, ont accès à tous les médicaments possibles et imaginables puisqu'ils peuvent acheter les médicaments sans ordonnance. Mais en fait, à l'analyse, on s'aperçoit que ils rationalisent l'utilisation de leurs médicaments et en fonction des maladies ou des symptômes, ils vont se limiter à un nombre vraiment restreint de médicaments et on a calculé qu'une dizaine de médicaments constituaient 70 à 80% de l'ensemble des médicaments consommés dans un foyer. Alors, tout ce qui est fièvre, douleur, ça sera du paracétamol ou de l'aspirine. Un antipaludique quand il cite palu. Un antibiotique s'ils évoquent une infection, et ça sera essentiellement de l'amoxicilline. Un anti-inflammatoire quand ils ont des courbatures, des douleurs musculaires, et c'est souvent l'ibuprofène. Et puis un anti-grippe quand les signes sont assez mal définis et qui intéressent le système respiratoire. Et en parallèle de ça, souvent mélangés aux autres, des vermifuges et des vitamines. Une dizaine de médicaments suffit dans le foyer pour soigner à peu près tous les événements de santé qui arrivent. En plus de ça, les gens nous ont déclaré qu'en fait, ils utilisaient également des traitements traditionnels sous forme de tisane essentiellement. Ils préparent les décoctions, mais on trouve également de plus en plus sur le marché à Cotonou ce qu'on appelle des produits phyto manufacturés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont présentés sous petits sachets, etc. On peut prendre ça comme un thé, et les gens utilisent ça de plus en plus. Quand c'est un problème de santé, ils vont les utiliser seuls, mais quand même vraiment le plus souvent associés à un médicament pharmaceutique. Par contre, ils nous ont signalé utiliser assez souvent, seuls pour le coup, pour prévenir des symptômes et des maladies qu'ils peuvent présenter. Je vous remercie de votre attention.
et je passe la parole aux pharmaciens. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je salue toute l'assistance et je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Alors, ma présentation sera axée sur l'accès aux médicaments dans les officines de pharmacie à Cotonou. Ce n'est pas une grande présentation, elle sera juste axée sur quelques idées fortes que je vais développer comme cela. Et puis après, les questions permettront donc d'aller dans les détails. Pour commencer, quelques chiffres. Nous avons 3500 médicaments qui sont référencés au Bénin et enregistrés, que ce soit les spécialités et aussi bien les génériques. 450 médicaments essentiels génériques, donc représentant environ 13% donc de nombre total de médicaments référencés. Nous avons 277 officines de pharmacie qui sont implantées sur tout le territoire du Bénin. Ça, c'est les chiffres au 31 décembre 2017 qui proviennent de la direction de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques. Il y a eu quelques 2 ou 4 installations au cours de cette année, mais je ne les ai pas intégrées comme pour tenir compte de la source. 121 officines installées à Cotonou, représentant donc 44% donc de nombre total d'officines implantées sur tout le territoire. Vous comprenez que Cotonou, en tant que la première ville donc, du Bénin, la grande ville, est bien fournie en officines de pharmacie parce que on a 13 arrondissements, vous regardez 121 officines, à peu près une bonne dizaine donc, d'officines par arrondissement à Cotonou. Les catégories profitent donc des clients qui fréquentent les officines. De façon générale, on a 2 catégories donc, de clients, ceux qui sont munis d'une prescription médicale et ceux qui sont sans prescription médicale et qui représentent à peu près 6 clients sur 10. Quels sont les profils? On a des clients donc, des 2 sexes et de tous les âges, allant donc des nouveaux-nés aux personnes de 3e âge. Ils sont de toutes catégories socio-professionnelles, que ce soit des fonctionnaires, artisans, etc. Je voudrais parler du phénomène de l'automédication qui a été abondamment relayé tout à l'heure. L'automédication, il faut comprendre juste que c'est le fait donc de se soigner sans l'avis du médecin, sans une consultation médicale. C'est une pratique qui est largement répandue dans tout le pays, mais également à Cotonou, avec des aspects multiples et diversifiés. Généralement, les clients qui arrivent, leur demande est fondée sur l'imitation d'une vieille prescription médicale. J'ai un bébé peut-être qui coule donc des narines. Je me rappelle que quand j'avais fait mon premier enfant, le pédiatre m'avait prescrit tel médicament pour la prise en charge. Je ne me préoccupe plus de retourner voir le pédiatre. Je reprends l'ancienne ordonnance, je viens à l'officine, je la renouvelle tout simplement pour mon bébé. Il y a également donc des demandes qui sont fondées sur la suggestion d'un ami ou d'un proche. On a un problème, on s'en ouvre à un ami ou à un parent qui dit, mais quand moi j'avais eu ce problème, voilà ce que mon médecin m'avait prescrit, je te le conseille. Et donc on vient demander à la pharmacie. Et de plus en plus, on a avec des personnes d'un certain niveau d'instruction élevée qui eux-mêmes carrément sont leurs propres médecins. Ils préfèrent aller sur Internet, taper le mal qu'ils présument dont ils souffrent et donc ils viennent à la pharmacie et ils vous demandent carrément les produits. Donnez-moi les produits. Parfois, quand vous discutez avec eux, vous voyez que vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il faut en réalité. Mais certains vont insister parce que tellement sûrs donc de leur affaire et pour demander à avoir le produit. Et puis vous avez l'achat sur le conseil donc, du pharmacien ou d'un auxiliaire en officine qui n'est pas à proprement parler une automédication, quoique c'est souvent classé dans des documentations comme étant de l'automédication. Là, c'est une médication officinale parce que c'est un professionnel de santé qui
peut-être compte tenu de la nature de l'affection, peut-être qu'il s'agit d'une petite pathologie, d'une petite affection, ne nécessitant pas forcément une consultation. Et donc, c'est le pharmacien qui, après un certain nombre donc, de questions-réponses avec le client, va lui suggérer un produit. Donc là, c'est de la médication officinale. Elle est beaucoup plus professionnelle que l'automédication, mais parfois, elle est classée également comme automédication. Quels sont les médicaments concernés? Il y a beaucoup plus les antalgiques qui sont très demandés en officine, y compris des médicaments qui sont sous contrôle. Je veux parler donc des psychotropes et des stupéfiants. Il y a le diazépam, par exemple. C'est vrai que, compte tenu des réformes en cours actuellement, on est en train donc d'encadrer cette pratique. Il y a moins d'une quinzaine de jours, il y a même une note de service du directeur de la pharmacie qui fait obligation désormais à toutes les officines donc de détenir un ordonnancier, ce qui n'était pas ancré dans la pratique des pharmaciens. Et donc, de ne servir ces produits que sur ordonnance médicale. Et que ce soit vraiment le médecin qui est habilité à prescrire, qui puisse se prescrire. C'est formidable, c'est conforme à la réglementation, sauf que ça pose des questions quand même, un certain nombre de problématiques donc de terrain. Car c'est vrai, on est à Cotonou, pas beaucoup de problèmes parce qu'on a quand même, tous les spécialistes sont d'ailleurs concentrés à Cotonou, donc on risque de ne pas avoir vraiment de problèmes dans l'application. Mais quand on va s'éloigner de Cotonou, en allant vers les zones rurales, par exemple, on aura de véritables problèmes à appliquer vraiment à faire appliquer cette note de service parce que quand vous êtes à Ketoula, moi je suis ici par exemple, vous avez un seul médecin qui est dans les tâches administratives, vous demandez vers qui il faut orienter les patients qui souffrent d'un vrai problème, nécessitant ces problèmes, mais qui n'ont pas quelqu'un pour leur prescrire. C'est des thématiques sur lesquelles il faut réfléchir. Ensuite, on a les antiparédiques et comme cela a été dit abondamment tout à l'heure, ce qui représente le paludisme pour les populations n'est pas forcément ce que, du point de vue scientifique, nous appelons le paludisme. Et donc, vous avez tout un tas de personnes qui vont défiler dans les officines de pharmacie, y compris à Cotonou ici, pour demander systématiquement donc un antipaludique. Et quand vous discutez, parfois vous vous rendez compte que d'ailleurs les symptômes décrits n'ont rien à voir avec la clinique d'un paludisme. On a ensuite les antibiotiques, les antipyrétiques, les anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est beaucoup plus avec les fonctionnaires. On rencontre de plus en plus les gens sont stressés, déprimés et puis donc ils vont défiler pour demander un anxiolytique pour pouvoir se reposer. Donc, quels sont les avantages et inconvénients de l'automédication? L'automédication, c'est vrai qu'on en parle très souvent avec beaucoup d'inquiétude et au sens un peu péjoratif, mais ce n'est pas une pratique qui n'a que d'inconvénients, non. Elle est même parfois souhaitée parce que quand on regarde notre contexte, un certain nombre de réalités, l'anthropologue en a parlé abondamment tout à l'heure. Lorsqu'on se met à la place des populations, on peut comprendre, on peut cerner leur logique et comprendre un certain nombre de pratiques. Sauf que ici, il faudrait quand même travailler pour que ça soit une automédication vraiment responsable et très éclairée. Donc, en termes d'avantages, on a l'accès facile et rapide au traitement. Quand on est à Cotonou et qu'on a à peu près plus d'une centaine d'officines de pharmacie, c'est quand même facile, donc il y a la proximité. Ensuite, il y a le gain d'argent, parce que le client, lui, il estime que le fait de n'avoir pas pris par un médecin avant donc de jeter à l'officine, lui fait gagner en termes de frais de consultation et peut-être des frais liés aux examens complémentaires. Et puis, il y a le gain de temps. Et ça, c'est de plus en plus, les fonctionnaires ne supportent pas d'aller perdre du temps à une consultation. Donc, ils vont préférer passer à l'officine, demander leurs produits. Il y a quand même des inconvénients qui sont liés à cette pratique, surtout lorsqu'elle n'est pas très maîtrisée. Il y a la possibilité de passer à côté d'une affection grave. Et on rencontre, vous avez des personnes qui vont s'adresser à l'officine pour un mal de tête. En fait, un mal de tête qui est prémonitoire peut-être d'un accident vasculaire cérébral. Donc, si le pharmacien il fouille très bien, il verra que là, il y a une urgence et il doit pouvoir réorienter. Donc, si c'est pas bien surveillé,
on peut passer à côté d'une affection grave, voire une urgence. Et on a un phénomène qui focalise l'attention aujourd'hui, c'est la résistance aux médicaments, notamment la résistance aux antibiotiques. On remarque, et à Cotonou ici également, qu'il y a une forte pression sur les antibiotiques, et notamment l'automédication, donc des gens qui passent systématiquement, qui connaissent les noms des antibiotiques, qui vont venir les demander pour prendre en charge le mal dont ils souffrent. Et ça pose vraiment un grand problème par rapport à l'usage que nous faisons donc des antibiotiques. Et à ce niveau également, cela nécessite une réponse très rapide pour que nous puissions combattre le phénomène donc, de résistance des germes aux antibiotiques. Voilà quelques idées que j'ai voulu partager avec nous. Je n'ai pas vraiment la prétention d'avoir abordé tous les aspects que méritait ce sujet-là, mais j'espère qu'avec les discussions, on pourra aller dans les détails. Merci beaucoup. Merci. Ici. Merci. Le thème à développer ici est la médecine traditionnelle, demande reçue, pathologies fréquentes, soins et prévention disponibles. Alors, nous allons rapidement passer à une introduction. D'abord, je passe à la définition. La médecine traditionnelle est définie comme étant des connaissances et pratiques démonstrables ou non, capables de guérir une affection sociale, une affection corporelle, affection mentale chez un individu. Alors, à partir de ce moment, à Cotonou particulièrement, il faut expliquer que nous avons, le Cotonou a une forme de croyance qui l'amène vers cette médecine. À l'analyse de tout ce que nous sommes en train de vivre par la demande aujourd'hui, le type de demande que nous recevons souvent est un type d'abord en santé corporelle et psychologique. Bon, nous constatons que la plupart des malades, avant de venir vers nous, ont une idée que cette médecine est capable de les guérir. Donc ils ont une certaine assurance depuis chez eux. Et il faut ajouter que cette médecine s'applique même à l'automédication dans la propre maison de l'individu. Alors, l'OMS ayant déclaré que cette médecine a connu une fréquentation de 80%, moi je dis au Bénin, cette médecine connaît une évolution jusqu'à près de 97%. Parce qu'aujourd'hui, même dans les maisons, les individus s'auto-soignent par des médicaments qu'ils connaissent, de par les amis, de par les parents, de par leurs propres connaissances, etc. Alors, aujourd'hui à Cotonou, les pathologies qui sont rencontrées, il faut dire, en médecine traditionnelle, toutes les pathologies viennent vers la médecine traditionnelle. Je commence par citer à partir du paludisme que tout à l'heure l'anthropologue a expliqué de palu, c'est vrai. Le palu, en réalité, c'est des mots qui sont liés à l'intéressé et qui peuvent peut-être venir de paludisme, mais parfois, ce n'est pas de paludisme. Parce que les essais ont montré, par une analyse d'un produit sur le paludisme à Cotonou ici, sur plus de 1000 personnes, il n'y a que 75 qui ont eu
le paludisme réel, qui ont eu les densités parasitaires notifiées. Alors, tout le reste, venant pour palu, ont eu le traitement et ont eu de satisfaction, mais pas le paludisme. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, les soins au Bénin en palu constituent beaucoup à réfléchir. Parce que je dois vous dire, à partir de l'instant où ce n'est plus le paludisme, c'est le palu effectivement. Et ce palu-là, c'est le palu entre griffes que nous devons rechercher. Au cours de ce palu, nous avons détecté plusieurs autres maladies. Plusieurs autres maladies, bon, comme les maladies de foie, l'indigestion, manque d'appétit, etc., mais qui constituent préoccupation majeure à la population aujourd'hui. Il y a aussi d'autres maladies comme les arthroses. Les maladies comme l'hypertension artérielle, l'hypotension également, et d'autres maladies comme maladies des nerfs, qui préoccupent beaucoup plus la population aujourd'hui. Il y a aussi les myomes, les débuts de myomes et kystes utérins et ovariens. Bon, autant d'affections que le praticien de la médecine traditionnelle aujourd'hui prend. On peut nous aider un peu à évoluer. Alors, dans nos soins, nous avons des types de soins de prévention. Et je vais dire que la médecine traditionnelle détient certains soins qui permettent de prévenir la maladie. C'est-à-dire les soins comme les scarifications, qui sont une forme de traitement qui permet de retenir, de lutter contre certaines maladies, certaines affections à venir. L'exemple de rougeole, au cas où la rougeole commence par faire son épidémie, il y a de ces scarifications qui permettent de rester au milieu de ces malades, mais ne soient pas atteints. Et il y a aussi une méthode qui permet aujourd'hui à la population de pouvoir se prévenir de certaines maladies, c'est-à-dire des tisanes qui leur permettent de donner résistance à leur organisme par une immunité augmentée, etc., qui aujourd'hui fait bon chemin chez les praticiens. Donc, la population aime aller vers eux par rapport à ces soins. Bon, pour les plantes qui permettent ce traitement, nous avons plusieurs plantes. Bon, dont quelques-unes seulement sont citées ici parce que il y en a, vous-même vous le savez. Vous savez que chez nous, tout est médicament. Chez le praticien, tout est médicament. Même les herbes que nous détruisons dans nos champs sont nos médicaments. Il n'y a pas chez nous de mauvaises herbes. Toutes les herbes sont médicaments. C'est parce que peut-être pour des besoins que nous allons accepter qu'on les détruise. Sinon, chez nous, nous préservons tout. Parce qu'il n'y a pas d'herbe, à moins que vous ne le connaissiez pas et vous direz que c'est une mauvaise herbe. Sinon, toutes les herbes pour nous sont des bons médicaments. Bon, on peut me défiler un peu la chose. Voilà. Alors, de tout ce qui précède, il faut dire que à l'heure d'aujourd'hui, la médecine traditionnelle est connue comme au Bénin, particulièrement à Cotonou, est recourue comme le premier remède chez les patients. Alors, beaucoup de manques, beaucoup de manquements ont été vraiment vécus dans le parcours. Mais avec l'évolution des choses aujourd'hui et l'aide de l'OAS et l'OMS et
un cadre réglementaire a commencé par nous aider pour rentrer dans le rang, parce que le médecin traditionnel d'aujourd'hui est un peu différent du médecin traditionnel d'hier, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de formations de mise à niveau qui sont en train d'être données aux médecins pour les amener à pouvoir mieux gérer ce secteur. Donc, avec les cadres réglementaires, il n'est plus facile aujourd'hui que la médecine traditionnelle gère comment ça se faisait, surtout à Cotonou. Parce que l'autorisation d'exercice, les autorisations d'exercice, autorisation d'ouverture et autorisation de mise sur le marché constituent aujourd'hui une organisation, orientation, mais difficile, même mieux, pour permettre à chaque praticien de se mettre dans le rang afin de pouvoir donner un bon soin et efficace à la population. Donc, sincèrement, à notre ère, les choses ne sont plus comme cela était. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fréquentation continue, mais le médecin traditionnel commence pas à réfléchir autrement, puisque hier, tout le monde est praticien, parce que déjà la connaissance est acquise depuis l'enfance ou des parents, mais aujourd'hui, même si vous l'avez, il faut le mettre dans les règles pour pouvoir bien l'exercer. Je vous remercie. Salut l'assistance et nous saluons au passage la présence parmi nous du président du réseau des ONG béninois de santé, accompagné d'un de nos aînés spécialistes de santé publique avec grande expérience du secteur étatique. L'utilisation des services de santé est l'un des facteurs clés favorisant une meilleure santé. Et malgré les efforts du gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les indicateurs, d'abord la fréquentation n'a pas trop varié, les indicateurs demeurent préoccupants. Nous avons à échanger sur le thème comment le système public est désaffecté, pourquoi les gens n'adhèrent pas si tant à l'offre des soins, relation entre la santé publique et population, etc. Et notre réflexion est beaucoup plus centrée sur le secteur étatique. Nous rappelons un peu le système, l'organisation des services de santé, c'est pyramidal. Nous avons le niveau central avec les CHU, le niveau intermédiaire ou départemental avec les centres hospitaliers et départementaux, et le niveau périphérique, la zone santé avec les centres de santé, l'hôpital de zone de référence de la zone. Bien. Le système, l'annuaire des statistiques est un document de plaidoyer, de planification de suivi. Là, nous avons extrait une partie de la fréquentation des services de santé de l'annuaire de 2016. Pour 2017, c'est validé, mais il y a encore des corrections à faire. Comme nous sommes à Cotonou, le département de littoral, que nous avons fait ressortir, si nous regardons au milieu, là où il y a le taux de fréquentation, avec l'approche genre, le sexe masculin féminin. Bon, de l'autre côté, si on fait des explorations, puisque les services statistiques, malgré tout ce qu'ils font, il n'y a jamais la complétude de toutes les données, donc il faut des explorations pour elles. Donc quand nous regardons ce qui est au milieu, on voit que ça varie de 33,8 à 59,7. 59,7, c'est à Cotonou 1 et 4. Et pour ceux qui maîtrisent bien Cotonou 1 et 4, les zones de Ganri et de Didier par là-bas. Dia. Bon. Les acteurs du système étatique font ce qu'ils peuvent au vu des moyens mis à leur disposition. Et dans le processus d'amélioration continue de la qualité, de management de la qualité, nous n'allons pas nous attarder sur ce qui est bien fait, mais là où il y a des insuffisances, puisqu'on dit, tant qu'il reste à faire, ça veut dire que rien n'est encore fait. Et quelles sont souvent les préoccupations des clients des formations sanitaires étatiques? L'une des préoccupations, c'est le mauvais accueil.
Et quand on parle d'accueil, c'est l'accueil depuis l'entrée de la formation sanitaire jusqu'à la sortie. Depuis l'agent, le vigile ou bien l'agent de sécurité ou bien le gardien, l'agent l'aide qui prend les constantes, le clinicien, celui qui examine la pharmacie, le laboratoire, l'accueil, tout et tout. Les clients estiment, ou bien les utilisateurs des services de santé estiment que les soins sont chers. Au vu de ce que Dr Marius Wingbe nous a dit, il y a une insuffisance d'écoute et insuffisance de préparation psychologique. Bon, peut-être ce qui fait que les clients estiment que le personnel est incompétent. Puisque ce que recherche le client auprès du prestataire, et le client s'il n'a pas eu satisfaction, il estime que le personnel est incompétent ou bien que les soins sont de mauvaise qualité. Au niveau des structures qui gardent les malades, les gens estiment des fois qu'il y a un mauvais suivi du patient. Les équipements sont supposés insuffisants. Les équipements vétustes, pas d'équipement. Équipements insuffisants. Nous prenons par exemple le CNHU. La dernière fois, on nous a montré une intervention de la chirurgie thoracique cardiaque à cœur fermé. C'est parce qu'il y a un renforcement d'équipement. Et le chirurgien, Dr Wilfried Gandhi, disait si on pouvait équiper plus, il y a possibilité de mener d'autres actes. On devrait faire, pourquoi il y a toutes ces plaintes, ces préoccupations, nous devons normalement faire une analyse holistique de tout le système de santé. Mais à voir un peu de près, nous savons que déjà l'accueil, la façon dont on nous accueille au niveau de certains états qui ça pose problème, donc il y a problème de communication. Et l'anthropologue nous a dit, on nous a apprécié, on estime que c'est bon, mais on ne nous a pas expliqué. Donc il y a un problème de communication, ça c'est connu de beaucoup de gens. Il y a un problème de comportement. Il y a un manque d'intérêt et d'attention d'abord. Qu'on se revoie pour discuter de préciser, puisque nous on est quand même beaucoup dans le médicament, de votre contact, et puis vous êtes à Cotonou ou toujours à Kétou? Je suis toujours à Kétou, mais il y a chaque semaine je suis à Cotonou. Bon, bah, à ce moment-là, on pourra se revoir et discuter. Je suis à la fac. Alors peut-être regrouper tous les panélistes, et c'est lié à la question de l'automédication. C'est une thématique sur laquelle je travaille. Je suis Anani Agossou, étudiant en master anthropologie de la santé et assistant de recherche. En vous suivant, je me suis interrogé sur la question à savoir le fonctionnement du système sanitaire. Est-ce qu'il n'est pas la base de la question de l'automédication, en m'appuyant sur ce que l'anthropologue a dit et en m'appuyant sur ce que le pharmacien a dit. Et en plus, est-ce que l'automédication ne crée pas un conflit d'intérêt en professionnels de santé, spécialement entre pharmaciens et médecins? Parce que, à vous écouter, l'automédication, ça dégage des frais, ça donne des intérêts à certaines personnes. Si le patient va directement vers le pharmacien pour acheter directement le médicament sans consultation, est-ce que c'est plus favorable au patient et à l'agent et au professionnel de santé qui est le pharmacien? Ou est-ce que lorsqu'il passe par le médecin, c'est plus profitable pour le pharmacien? Qu'est-ce que c'est entre les deux? Maintenant, revenons aux professionnels de la médecine traditionnelle. Est-ce que les personnes qui recourent à vous, le fait de recourir à un praticien de la médecine traditionnelle et qu'il lui fasse des prescriptions, et que par la suite, cette même personne se traite avec des plantes à la maison, est-ce que c'est fait de l'automédication? Je me pose la question. Merci. Développement de cette thématique dans le cadre formel de cette communication. Je pense, à mon humble avis, que ce n'est que l'introduction qui vient d'être annoncée et le développement se fera dans les coulisses, ou soit à d'autres programmations de communication. Et je ne vais pas oublier la préoccupation de M. Gauthier, j'espère, qui parlait de renoncement aux soins paludiques,
malgré la gratuité, il me semble, hein, et il a été interpellé du fait que aucun des panélistes ne s'est prononcé sur cette préoccupation. Pour ma part, et les faits sociaux, souvent la survenue des phénomènes sociaux, des faits sociaux et autres, ne sont pas le fait d'un seul élément. Souvent, il faut un concours de circonstances, un certain nombre de déterminants, et c'est à propos qu'on parle des facteurs déterminants, telle circonstance. Il en va de même pour la gratuité aux soins paludiques. Je ne sais pas, le spécialiste santé publique ou le pharmacien l'a dit, tous ceux qui se rendent, les usagers qui se rendent pour le traitement se revendiquant être malade du paludisme, ne le sont que dans une infime partie. Une infime proportion, ça se révèle être infecté au paludisme. Cela voudra dire quoi? Et quand on parle de paludisme, le registre sémantique du palu n'est pas identique à celui du paludisme. Donc, les ménages, l'enfant qui souffre du palu et qui se présente dans la mère, l'enfant se présente aux soins de santé, pensant bénéficier d'une gratuité de soins. Dans les faits, au terme des analyses, le paludisme ne se révèle que dans une infime proportion des cas. Vous imaginez les charges financières induites dissuadent à la langue et constituent un facteur dissuasif aux parents de se présenter aux soins de santé malgré le système de gratuité en vigueur. Et mieux, l'élément financier n'est pas que le seul obstacle à l'accès aux soins en matière de soins paludiques. On a évoqué l'aspect et l'accessibilité géographique, ce n'est pas revenu ici, mais dans plusieurs circonstances, l'accessibilité géographique, le temps, le manque à gagner en termes de production domestique, en termes de production économique, constitue autant de facteurs dissuasifs à l'accès aux soins. Bon, c'est juste, je tenais à vous apporter cette précision. Et peut-être, je ne sais pas si Dr Jean-Yves a quelque chose à dire. Nous avons abusé un peu de votre temps. Et je pense que Dr Yves va conclure au nom des panels. Non, je ne vais pas conclure, je vais te redonner le micro. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à la question de Adriane concernant la gratuité. Et peut-être que le médecin de santé publique me confirmera, mais on a rencontré assez souvent dans les dispensaires, il n'y avait pas forcément de rupture d'intrant, mais par contre, comme le dispensaire est obligé d'avancer le traitement au patient qui vient pour avoir un traitement gratuit, en fait, après, il doit être remboursé par l'État pour retomber sur ses comptes. Et beaucoup nous ont signalé qu'il y avait un retard au remboursement des frais engagés dans le cadre de la gratuité, à tel point que ça mettait en péril le fonctionnement général du centre de santé. Et donc, du coup, momentanément, il pouvait suspendre le système de gratuité pour ne pas mettre en péril l'ensemble du fonctionnement du centre. Donc, c'est encore un autre facteur qui fait que, en fait, cette prise en charge gratuite du paludisme a quelques problèmes à se mettre en place. Bon, ok. Nous sommes au terme de notre série de communication. Et nous remercions au nom des panélistes, au nom des organisateurs, je remercie l'auditoire pour l'attention et l'assiduité. Et je nous donne un rendez-vous à la prochaine programmation. Peut-être que vous serez tenus informés de la prochaine communication. Je vous remercie. Alors, chers panélistes, chers participants, nous voici à la fin de notre séance. J'espère que chacun de nous a appris beaucoup de choses. Ajouter à ce qu'on savait déjà, des précisions ont certainement été données sur
des idées que nous avions et qui n'étaient pas tout à fait complètes. Et à présent, donc, je voudrais inviter le représentant de l'IRD et le directeur national de la recherche scientifique et de l'innovation pour la clôture de cette activité. Est-ce qu'il y a un mot à dire pour dire que c'est déjà la fin? Moi, je vous remercie tous. Je remercie tous les panélistes. Ils ont été vraiment compétents. Ils ont tenu le temps. J'aurais voulu que tout ce que vous avez dit ici soit pris dans un dossier pour qu'on puisse communiquer au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et surtout vos contacts aussi pour que après on peut vous contacter. Je remercie vraiment mon ami l'IRD. C'est depuis l'année dernière que cette activité a commencé et il y a eu beaucoup de résultats qu'on a obtenus à partir d'ici. Il y a d'ici le mois prochain la 4e pour cette année du café de la recherche. Nous sommes en train de voir où est-ce que ça va se tenir et vous serez tous informés. Moi, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci et au revoir. Tu peux... Très bien, écoutez, merci à tous. Merci évidemment à la DNRSI, qui est un partenaire fantastique. Merci à tous les intervenants. Et comme vient de le dire Innocent, nous vous tiendrons au courant de la tenue de la prochaine session des Cafés de la Science, qui devrait sans doute traiter de l'alimentation. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Et c'est pour cela qu'on vous convie au café. Ah voilà. Donc, si vous voulez prendre un café, il y a encore à boire et à manger sur la table, sur le côté là-bas. Merci beaucoup. Les questions assez pertinentes. Par rapport à la gratuité de la prise en charge du paludisme, jusqu'à présent, ça continue pour les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Mais le problème qui se pose sur le terrain, c'est qu'il y a un problème de gestion des intrants de lutte contre le palu. Et pas plus tard, il y a des réunions prévues pour très bientôt et avec l'appui de l'UNICEF et de l'USAID pour revoir les problèmes autour de la gestion des intrants anti-palu. La résistance aux antipaludins, aux antibiotiques. Avant, on utilisait chloroquine, par la suite, on est allé au CTA. Au moment où on avait pris cette décision, est-ce que réellement au Bénin, il y avait de résistance à la chloroquine? Moi, à mon humble avis, bon, c'était une décision beaucoup plus politique en ce moment. Mais actuellement, quelle est la situation? Il y a l'IRD, il y a CREC, le centre de recherche entomologique et des institutions de la place qui font des études dans ce domaine et qui périodiquement publient. Et dès qu'il y a problème, et ça est comique. À plus tard qu'en vite, hier, on était à une réunion où ce problème aussi a été posé, surtout par rapport aux activités de Vetterlink, ceux qui font la pulvérisation intradomiciliaire dans certaines zones sanitaires dans 10 communes du Bénin. Tout par rapport à ça et la résistance par rapport aux intestines utilisés par les cotoculteurs. Donc il y a des recherches en permanence par rapport à l'utilisation de ces produits. Et par rapport, je crois, au système de santé, oui. L'automédication, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs. Souvent, c'est la pauvreté, le plus souvent. Tous ceux qui ont le moyen, ou bien ceux qui ont d'assurance
santé, au Bénin, systématiquement, quand ils ont des petits bobos, déjà, ils se rendent dans une formation sanitaire pour se faire soigner. Est-ce qu'on peut aller directement s'approvisionner à la pharmacie, prendre les médicaments? À notre humble avis, non, le dermatologue en a posé, surtout en dermatologie, avec ce que beaucoup de femmes utilisent pour se dépigmenter. Réellement, ce ne sont pas des produits qu'on devrait acquérir à la pharmacie, c'est normalement sous ordonnance. Mais la précision et la rédaction des ordonnances répond à des normes. Et souvent, au niveau des pharmacies, ce n'est toujours pas le pharmacien qui est au poste. Il est vrai, c'est exigé, qui est en permanence 24 heures sur 24, un pharmacien au poste pour donner des conseils s'il ne faut pas servir ou pas. Effectivement, si on pouvait réglementer la délivrance des produits au niveau des pharmacies, s'il n'y a pas d'ordonnance, ça va contribuer à la réduction. Je dis ça va contribuer. Je sais partout, même s'il y a des réglementations, les gens trouvent toujours des astuces pour contourner. Bon, par rapport à l'automédicament, celui qui fait des recherches, il y a beaucoup de facteurs favorisants. En allant voir le pharmacien, vous évitez les frais de consultation, vous évitez les frais d'examen paramédicaux. Quelqu'un qui se présente pour la fièvre, il est vrai, nous sommes en zone endémique du palu. La première affection à laquelle on pense, c'est le palu. Mais chez les enfants, ce n'est toujours pas ça. Il peut s'agir d'une infection. Souvent, il y a chez les enfants des infections. Donc, le mieux, on peut chercher à calmer la fièvre en attendant d'avoir les résultats du labo. Et ce n'est que les résultats du laboratoire qui nous permettent de dire vraiment ce qui est à la base, ce que nous traitons. Donc, c'est un peu trop indiqué de faire la médecine de brousse où il n'y a pas de laboratoire. On pose le traitement pour voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, on réajuste. Par rapport à la santé, c'est les préoccupations. Et il y a des réformes au niveau du secteur de la santé. Même le vendredi 14 passé, il y a une réunion avec le ministre de la Santé, le ministre de la Justice, tous les directeurs départementaux de la santé, les directeurs départementaux de la police républicaine, et un certain nombre de personnes, pour voir si les agents intervenant dans le secteur étatique ont effectivement arrêté d'intervenir dans le secteur privé. Il y avait deux grandes recommandations. La deuxième, c'était de voir si voir s'ils sont faits. Bon, maintenant, fermer les formations sanitaires qui n'ont pas reçu l'autorisation d'ouverture. Donc, c'est les deux grandes décisions. Et en perspective, comment élaborer un cadre de performance par rapport au secteur de santé, surtout étatique, et comment gérer le flux des formations sanitaires privées fermées ou bien qui seront fermées vers le secteur étatique. Bon, si les gens ne sont pas satisfaits. Merci. Okay. Merci bien, Dr. Akouté.